Et c'est mercredi, l'ADEME débarque sur Polynésie Première. Ce matin, on parle des secondes assises éco-école. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Sonia. Yorana. Sonia Bonguin, chargée de communication et de sensibilisation auprès de l'ADEME Polynésie. Florence Vidal, bonjour. Yorana. Référente Félescol. Et membre actif également de Colibri, Tahiti. J'aime bien le rappeler de temps en temps. Actif, Colibri, c'est quoi? C'est 2-3 rendez-vous dans l'année ou c'est au quotidien? C'est plutôt au quotidien. Au quotidien, et des événements, autant qu'on peut en faire. On va pas parler de Colibri ce matin, mais c'est bien de le rappeler. Il y a une page Facebook Colibri? Ou un site internet? Il y a un site internet. Ok, on tape Colibri sur Colibri Tahiti pour être vraiment précis sur les pages Facebook ou directement sur les moteurs de recherche. Alors ce matin avec vous, mesdames, on va parler des secondes assises éco-école. Depuis tout à l'heure, je me dis, il faut pas que je dise auto-école, non, c'est éco-école. Alors concrètement, c'est le 19 avril à 12h30 sur le site de la DGEE du côté de Piret. C'est quoi comment ça marche? Comment ça marche? Alors, ces Florence. deuxièmes assises Félescol éco-école, c'est l'occasion de répondre à toutes les questions que les gens peuvent se poser sur ce qu'est le label éco-école. Les gens, vous parlez des établissements scolaires? Alors, ça peut être des directeurs d'école, des enseignants, des parents d'élèves, des élus, toute personne qui se dit, on parle beaucoup de développement durable, mais qu'est-ce que c'est que ce BINS? Ils ont peut-être entendu parler d'éco-école à l'occasion de l'éco-quiz, Oui. dont on a beaucoup parlé, Belle réussite, notamment sur ouais. votre antenne. Et donc, c'est vraiment l'occasion de se dire, bon, bah, avant de décider, j'y vais pas, j'aimerais bien savoir comment ça marche, entendre ce qu'en disent mes pairs, les établissements qui y sont déjà, pour se décider, je me lance ou je ne me lance pas. 3 chiffres à donner. Je vais demander à Sonia de nous les donner parce qu'ils sont pas mal, les 3 chiffres. À Ça, savoir. Oui, ça c'est plutôt en. Si c'est général, c'est vraiment dans tout le monde entier en fait. Pour dire que voilà, il y a une conscience dans le monde, quoi. Oui, voilà, il y a 83% des collectivités territoriales qui ont renforcé des liens avec les éco-écoles. Donc c'est quand même important, c'est un gros chiffre. Et en fait, ils ont fait une étude. En fait, ces chiffres-là, ils sortent d'une étude qui a été réalisée dans le monde, en fait, à l'international. Et ils ont remarqué que 86% des établissements observaient une hausse de la motivation des élèves quand ils étaient. Parce que ça change un petit peu des cours habituels. Venez s'égreffer oui, je pense que ça fait une cohésion de groupe en fait, avec ça permet une certaine solidarité entre les élèves, certains partages qui s'instaurent. Et je pense que ça les aide aussi. Ça va permettre de mettre une meilleure ambiance de travail. Absolument. Aussi parce que participer à l'éco-école s'appuie sur une forte participation des élèves, une large autonomie, et peut-être que certains trouvent là l'occasion de s'épanouir plus que dans les enseignements, on va dire, plus traditionnels. Un autre chiffre? Oui, et voilà. Aussi, 80% des écoles qui ont labellisé leur... Oui, c'est un label, la marque déposée, on est d'accord. Absolument. C'est une démarche et un label. Et un label. Donc il y a 80% de ces écoles labellisées qui proposent des produits bio dans leur cantine. Ah oui, ça se retrouve dans les assiettes aussi. Voilà. Ouais. Donc, Il y a des exemples qui ici changent leur sur méthode de le Fénois, nettoyage. des choses qui ont été faites. On parlait de cantine à l'instant. Est-ce que certaines écoles vont jusqu'à produire les légumes qu'on retrouve dans les assiettes? Alors, en tout cas, beaucoup y pensent. Il y a un problème de quantité. En tout cas, de plus en plus d'écoles en Polynésie se sont lancées dans des jardins potagers. On peut citer Notre-Dame-des-Anges, le lycée Paul Gauguin, qui cette année a même instauré 2 repas végétariens après justement une réflexion sur la qualité ou la non-qualité de leurs repas. Le lycée de Papara aussi a développé un jardin potager, donc et beaucoup d'autres. Donc on commence par les fruits, les herbes aromatiques. Oui, c'est ça prend moins de place déjà, les herbes aromatiques. Et puis il y a une question de quantité, mais on va dire que c'est un premier pas vers manger plus sainement, savoir repenser à comment poussent les choses. Non, elles ne poussent pas au supermarché. Et concrètement, vous les aidez comment? De la terre, des pelles, des il râteaux? y a plusieurs façons de les aider, notamment en ce qui me concerne, moi, Félescol, j'essaye de les mettre en réseau avec des personnes qui peuvent les aider très concrètement, comme l'espace Info Énergie, qui leur prête des appareils pour mesurer leur consommation d'énergie, par exemple. Technival est prêt à offrir à chaque école qui s'inscrit dans la démarche un composteur, donc très concrètement. Il y a comme ça, Fénois propose des formations, invite les élèves à venir à Motouta visiter la déchetterie. Donc bref, beaucoup de personnes interviennent. Moi, personnellement, je peux intervenir pour former des éco-délégués, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est une aide sur l'accompagnement de projet, c'est-à-dire leur faciliter la chose pour qu'ils comprennent que non, c'est pas
compliqué. Et ça coûte rien, enfin en tout cas. Ça ne coûte rien, non. Les partenaires que vous venez de citer, ils sont là pour apporter leur aide, interviennent gratuitement. Leur savoir-faire, leur expérience dans le domaine. Donc c'est pas un coût supérieur pour l'établissement qui participe. Absolument pas. D'accord. Combien d'établissements à ce jour participent au projet ? À ce jour en Polynésie 51. Répartis 19 écoles, 19 collèges et 13 lycées, sauf erreur de ma part, c'est-à-dire beaucoup relativement, si on pense qu'ils étaient 20 il y a 3 ans, mais fort peu si on pense aux 200 établissements qui sont en Polynésie. Et je rejoins, effectivement, l'enjeu me semble de taille, l'enjeu c'est la quantité des déchets, les plus de 50 000 tonnes de déchets par an qu'on enfouit, qui feront que la grande poubelle de Pailloro débordera bientôt. Le kilo de déchets qu'on a dans la mer. Avec ces dates 2025, C'était 2020, 2025. 2020. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et quand on pense à la mer, j'ai vu hier une statistique effrayante. On estime qu'il y a 1 kilo de plastique dans la mer pour 5 kilos de poissons aujourd'hui, et qu'en 2050, c'est-à-dire demain matin, il y aura autant de plastique que de poissons. Donc voilà. Donc j'espère que cette démarche éco-école amènera non seulement à sensibiliser les élèves, mais à leur donner des idées de s'investir dans des métiers de l'écologie. Ce sont surtout les chefs d'établissement qu'il faut convaincre. C'est eux qui vont impulser aux professeurs, aux instituteurs. C'est essentiel. Il faut que le chef d'établissement en fasse un projet d'école, enfin d'établissement. Ça peut être la demande de l'instituteur également. Mais de l'enseignant. Ou des enfants. Des enfants, des parents, des élus. Quelques personnes que ce soit qui se sentent concernées par cette problématique est invité à venir le 19 avril, mercredi prochain. Alors ils ont tous reçu, j'imagine, une convocation. Madame la ministre sera là. Une invitation, plus qu'une convocation, je l'espère. Mais au-delà de ça, j'invite toute personne intéressée à venir à partir de 12h45 sur le site de Tutaraitane. Attention, route de l'hippodrome. Et donc c'est les secondes assises, ça veut dire qu'il y en a déjà eu une. Est-ce que ça a boosté les inscriptions, le nombre d'établissements participant au projet ? Oui, mais les premières assises avaient une autre vocation. Les premières assises avaient pour vocation de rassembler justement les porteurs de projets qui existaient sur le territoire et qui ne se connaissaient pas et qui pouvaient se sentir un peu seuls. Maintenant, c'est centré sur les établissements maintenant. Voilà, c'était de créer ce réseau. J'espère que la journée des finalistes a permis aux porteurs de projets actuels de continuer à développer leurs liens. Donc, l'objectif de cette année, c'est vraiment de répondre aux interrogations de ceux qui qui se demandent si ça vaut la peine d'y aller et qui retrouveront, j'espère, la réponse. Et ce fameux label, on l'obtient à partir du moment où on participe, ou alors c'est un travail à faire? Oui, ce label vient récompenser, vient valoriser un travail. Comment on l'obtient? Eh bien, en respectant la méthodologie éco-école. Qu'est-ce que c'est qui repose sur 3 points? Choisir une thématique, ça peut être un travail sur l'alimentation, la biodiversité, les déchets, l'eau, l'énergie, les solidarités ou la santé. Donc bref, on choisit un thème, on applique une méthodologie qui se veut une méthodologie projet, souple. Et puis, à la fin de l'année, à fin avril, d'ailleurs, je le dis pour les auditeurs qui, eux, sont dans la démarche, je rappelle que c'est à fin avril qu'il faut déposer le dossier de demande de labellisation. Tout ça se fait par Internet. Et ça, c'est pas que pour les établissements, la labellisation? Ah si, c'est pour tous les établissements et on devient, si on est école, éco-école. Mais pas pour les particuliers, c'est ça que je veux dire. Ah non, c'est seulement, c'est vraiment un programme qui est destiné, c'est un programme d'éducation au développement durable destiné aux scolaires du premier et du second degré. Donc la nouveauté, c'est que ça commence maintenant à partir de la maternelle, à partir de la rentrée prochaine. Jusqu'à présent, ça commençait au primaire. Donc de la maternelle à la terminale, privé, public, tout établissement intéressé peut s'inscrire gratuitement par Internet. Sous les yeux le programme de cette deuxième assise Fédescol éco-école de Polynésie. Je vois un témoignage de 3 établissements où j'allais vous demander, est-ce que les meilleurs ambassadeurs, c'est pas justement les établissements qui participent depuis quelques années, qui sont rodés et qui sont convaincus que ça apporte beaucoup dans l'établissement pour eux et pour les jeunes et les familles. Après, ça se ressent peut-être dans les foyers où il y a cette envie de jardiner, pourquoi pas? Absolument. C'est pour ça que j'ai fait appel au lycée professionnel Saint-Joseph, qui a une grande expérience, puisqu'il est dans la démarche depuis plusieurs années, mais aussi à 2 relatifs nouveaux venus, l'école Haïti-Terra qui a commencé l'an dernier, ainsi que l'école de la mission, qui viendront parler donc de leur expérience, de leurs difficultés éventuellement, ou des satisfactions que le programme apporte. On attend les chiffres, peut-être pas le lendemain, mais les jours, les semaines qui suivront ces assises. On pourra s'inscrire jusqu'en septembre 2017. La période est bonne pour les assises, parce qu'on arrive en fin d'année scolaire. Est-ce que c'est justement la bonne période pour justement préparer la rentrée à mi-août? C'est ce que je crois, puisque l'idée
l'idée, c'est vraiment un engagement d'établissement. Donc l'idée, c'est de prendre le temps d'y réfléchir et d'en parler au sein des établissements. S'ils veulent le faire, ils ont même jusqu'à fin septembre pour s'inscrire. Mais y penser dès maintenant, ou en tout cas dès le mois d'août, pour démarrer l'année avec une idée claire de ce qu'on veut faire, me semble effectivement le bon moment. Vous avez des réfractaires, des gens qui vraiment n'y croient pas, qui disent on n'a pas que ça à faire. Est-ce qu'il y a des gens qui vraiment sont négatifs quand on veut leur présenter le projet? C'est pas très positif comme question, mais je veux savoir s'il y a vraiment des gens qui disent... Je pense qu'il y a, on va dire, le frein le plus important, mais qu'on m'exprime pas forcément aussi nettement, c'est que ça peut paraître du travail supplémentaire et qu'il y a notamment la réforme des collèges. Il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en place quand on est en responsabilité dans un établissement, que ce soit au niveau direction ou enseignant, et que ça peut paraître du travail supplémentaire. Donc voilà, je vois personnellement plus l'opportunité de travailler différemment et notamment en transverse. Mais voilà. Aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure et acquérir les compétences pour y participer et s'y épanouir. Et l'objectif de ce programme qu'on vient d'évoquer avec mes deux invités avec qui je vais laisser le mot de la fin. Merci Sonia Bonguin, chargée de communication et de sensibilisation à l'ADEME, et Florence Vidal, donc référente FEDESCOL, qui est dans les derniers virages avant d'aborder cette deuxième assise. FEDESCOL école, j'ai toujours pas dit auto-école, je suis content. C'est mercredi prochain où on souhaite un investissement de la part de tous ces chefs d'établissement. Laurence, mot de la fin? Eh bien, je vous attends très nombreux pour répondre à toutes vos questions, lever tous les freins éventuels. Ça, c'est pour les chefs d'établissement. Hein, tous les gens qui viendront. Ah oui, parents, ah oui. Chefs d'établissement. Alors, on va parler de quelque chose de très concret. Est-ce qu'il y a à manger et à boire? Ça peut jouer, hein. En tout cas, il y aura du café et sûrement des madeleines. Mais vu l'heure, voilà, 12h30, 15h30, je peux pas promettre plus. Venez avec vos barquettes. Ah, surtout pas. Merci Florence, bonne continuation. Merci. Sonia. Écoutez, je vous attends aussi également, puisque je serai aussi avec Florence pour l'aider à préparer et organiser un peu l'événement. Donc j'attends aussi du monde. Et moi je vous attends à ce micro pour faire le débriefing de cette journée. Hein. C'est en journée carrément. Hein. C'est en après-midi en fait. C'est Okay. 13h, 15h. 30. Parfait, donc ça, les madeleines, ce sera pour le goûter. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. 9h44, c'est Sofiane qui nous embarque en musique avec Tout le monde s'en fout au carafe.